ouais, donc ce week-end, un petit prono avant France-Écosse. Tu penses que ça va le faire Ouais, je pense que on va retrouver une équipe d'Écosse qui va avoir un peu les couteaux sous le dent, parce qu'ils font pas un super tournoi non plus. Mais nous, bon, bah, de toute façon, il faut qu'on gagne, je crois qu'on a de la marge, même si on n'est pas avec le bonus, globalement, il faut juste une victoire, quoi. Donc moi, je parie sur en vrai, les matchs avec l'Écosse, c'est souvent beaucoup de points, quand même. Donc je dis un 27-18 pour la France. Ah, même je te trouve presque trop faiblard. Hein. Au niveau score, moi je vois bien Ah ouais? un 40-25, des Ok. essais dans tous les sens, avec le bonus. Et puis, bon, bah, on verra bien, mais je pense que de toute façon, il y aura le sacre au bout. Ça devrait être plutôt pas mal. Mais bon, Clairement. faut pas vendre la peau de la bête avant d'avoir tué, tu vois, c'est comme on dit. Et pour C'est parler sûr. donc top 14 un petit peu, parce que donc t'es supporter de Vannes, euh, bah, on peut te poser la question, est-ce que tu crois encore au maintien? Ah, bien sûr. Ouais, bah, moi je suis Vantais, donc c'est assez naturel pour moi, les supporters de Vannes. En fait, en gros, mon père, à l'époque, était kiné de l'équipe de rugby, mais quand Vannes était encore en fédéral 2 ou 3, je sais même plus. Ah oui. Donc j'allais souvent voir les matchs avec lui quand j'avais 4 5 ans. Donc c'était assez cool. Et je me suis essayé à l'époque au rugby pendant 6 mois et en fait comme j'étais épais comme un coucou, je me faisais défoncer donc j'ai arrêté rapidement. Mais par contre j'ai toujours adoré le rugby, mais plutôt sur dans les gradins. Et ouais, non, franchement moi je suis assez confiant. Là les derniers, enfin déjà je trouve que depuis le début de la saison, à part quelques matchs globalement quand on perd c'est à peu de choses près. C'est souvent des matchs au cordeau, surtout à domicile, ça ne joue vraiment à rien. Donc moi je suis assez confiant, je pense que là on a une bonne dynamique, on a enchaîné quelques victoires sympathiques, on y a juste le match contre Toulouse, là on s'est fait exploser, mais bon en même temps Toulouse, je pense que si on met les All Blacks en face, ils pourraient y retourner, donc je sais pas si tu peux les battre. Et non franchement j'y crois bien que ça va faire. Ouais, et si tu y crois, c'est quoi? C'est une 13e place, une 12e place ou... Bah franchement je pense que en fait c'est tellement serré en termes de points, enfin la densité du niveau cette année, mais c'est un truc de fou quoi. Enfin, quand tu regardes l'écart de points, on a deux équipes, je crois que c'est juste le Stade et Bordeaux. C'est Bordeaux de terre en ce moment. Et ça se tient là entre Bordeaux, Toulon et Toulouse. Enfin, même Ouais. Ah oui, il y a Toulon, c'est vrai. T'as raison. et globalement, ouais, on est quand même sur un sacré championnat. D'ailleurs, là, il y a Ouais, c'est ça. remonté la phase monstrueux depuis le début de la saison. Bah, là, effectivement, c'est quand même quelque chose. Donc, Clairement. bon, bah, voilà, un petit point pro top 14 de l'équipe de France. On va donc désormais rentrer bah, dans le vif du sujet. Donc, parler du sport et de son impact sur l'environnement. Si jamais vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à réagir, à en poser. Enfin, je laisserai Alan y répondre. Et voilà, donc on va tranquillement commencer. Donc, première petite question. À moins que tu aies quelque chose à rajouter avant de commencer. Non, non, écoute, vas-y. Donc, le sport, en ce moment, un peu comme à l'image de la mondialisation, l'économie, on est sur une pollution qui est quand même assez élevée et donc vraiment sur le cas du rugby. Et quels sont les gros défis qui sont à venir pour le 21e siècle pour ce qui est du rugby et de son impact sur l'environnement? Vaste question. Alors, je vais commencer par expliquer un peu la démarche qu'on avait au Shift Project et présenter ce qu'est le Shift Project. Et d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour vous présenter un peu plus, à part, enfin, plus une phrase que tout à l'heure. Alors, en gros, donc moi, mon lien avec le sport, enfin, à part pour le rugby, j'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en voile, et je suis un très gros passionné de sport, bon, bah, des sports co, de cipal, de vélo, de course à pied, enfin, je fais beaucoup de sports différents, enfin, vraiment, le sport, c'est une bonne partie de ma vie. Et en fait, quand j'ai arrêté ma carrière de haut niveau, euh, moi, donc, je faisais des compétitions internationales, hein, je prenais pas mal d'avions et tout, et je m'étais toujours posé la question de est-ce que ça avait vraiment du sens par rapport au sujet climatique ou les conséquences qu'on commence à voir bien sérieusement au niveau mondial, est-ce que ça avait vraiment du sens de continuer à faire ça? Et donc, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bah tiens, j'ai du temps en ce moment, c'est l'occasion de me pencher sur la question.
Donc ça tombait bien. Il y avait une association qui s'appelle The Shift Project, qui est une association donc, qui œuvre sur la décarbonation, donc sur les sujets climatiques et énergétiques au niveau français, et qui est présidée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, ceux qui connaissent. Toujours, hein, une grosse réputation et réputé comme un institut sérieux et qui produit des rapports fournis. Et donc, on est allé les voir. On était une petite dizaine de personnes. On leur a dit, bah, il faut lancer un projet sur le sport, aidez-nous, quoi. Donc, ils ont accepté. En plus, c'était la période vraiment où il y avait les JO, il y avait la Coupe du Monde de rugby, donc il se passait plein de trucs. Très bien. Euh, ouais, clairement, ça tombait très très bien. Et donc, ils ont dit bingo. Donc, moi, j'ai rejoint le SHIT à ce moment-là. Donc, le SHIT, c'est une association de personnes professionnelles, hein. Donc, moi, j'y travaille, c'est mon métier maintenant. Mais à côté de ça, il y a une autre association qui s'appelle les Shifters, et là, qui est une association de bénévoles et qui vient en soutien du Shift Project. C'est vraiment deux entités, mais qui travaillent main dans la main. Et donc, les bénévoles qui sont allés voir le Shift, qui leur a dit il faut faire un rapport, et le Shift a dit OK, et donc le rapport a déclenché, le Shift a déclenché le rapport. Donc, étant donné que le sport, c'est quand même un truc, enfin, on coupe de tout dans le sport, quoi. Des runners, des de ski, des grands événements internationaux, des sports qui ont absolument rien à voir. Enfin, si on compare la pétanque avec, je sais pas moi, le ski post, il n'y a pas grand-chose en commun, quoi. Donc, il fallait faire des catégories, il fallait commencer par un truc où physiquement ça se ressemble un peu. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, commençons par juste les deux plus gros sports en France qui ont tous les deux lieu dans un stade, rassemblent des millions de personnes, que ce soit dans les stades ou autour des terrains, qui partagent une organisation globale, c'est-à-dire un championnat professionnel, des championnats amateurs plus fournis, etc. Enfin bref, ils se ressemblent pour beaucoup. Et commençons là-dessus. Donc, on a lancé ce projet-là, on s'est dit, bah, go pour le football et le rugby. Ouais. Et donc, ça a donné lieu à ce premier rapport qui s'appelle Décarbonons le sport, un premier applicatif au football et au rugby. Donc voilà. Donc pour répondre maintenant à... Pardon, Je l'affiche là pour ceux qui sont enfin, ceux qui voient là, je vous affiche là, c'est le titre du rapport, la première page. Et en haut à droite, vous avez un petit QR code. Et donc, si vous voulez aller retrouver, donc ça, c'est vraiment la synthèse sur le rugby. Et si vous voulez, je peux vous mettre le lien de l'ensemble du rapport où vous pourrez le retrouver. Donc, je te laisse poursuivre. pour finir là-dessus, en gros, au Shift, quand on produit des rapports, on met tout en open source. Donc vraiment, toutes les données, tous les rapports, enfin, nos sources de données et aussi les rapports qu'on a utilisés, on met tout en open source. Donc sur le site, vous allez trouver le rapport complet qui fait 170 pages, qui est vraiment là où on explique toute la méthodologie et comment on a calculé tout ça. Ensuite, vous allez avoir les synthèses. On a fait une synthèse sur le foot et une synthèse sur le rugby. Et après, vous allez avoir des slides de présentation si jamais vous souhaitez les utiliser pour les partager ou des choses comme ça. Vous allez avoir un poster qui est sur une page qui montre bah, comment, je vais en parler après, hein, comment se découpe l'impact carbone du rugby ou du football. Donc voilà, tout ça c'est en open source et on met ça à disposition pour qui veut bien regarder. Voilà. Donc maintenant, pour répondre à ta question, en fait, il faut partir de l'origine. Et l'origine, c'est quoi? C'est l'énergie. En fait, depuis 150 ans, l'espèce humaine a commencé à faire un truc pour des très bonnes raisons au début, c'est d'aller chercher de l'énergie abondante, accessible et pas chère, que sont les énergies fossiles. Alors pourquoi ils ont fait ça? Bah, pour ces trois raisons que je vous ai citées, et parce que surtout, dans les énergies fossiles, on a une densité énergétique, on a vraiment un pouvoir énergétique extrêmement puissant. Il y a beaucoup, si vous voulez, dans un litre de pétrole, on trouve une quantité d'énergie beaucoup plus importante que dans un mètre cube de vent ou dans un mètre cube d'énergie solaire. Et donc, par rapport aux énergies qu'on trouvait avant, qui étaient principalement de la biomasse, donc du bois enfin, dans les forêts, qui étaient principalement des moulins à vent, des moulins à eau, des choses comme ça, et bien là, les énergies fossiles, ça a permis d'accéder à des sources enfin, des quantités d'énergie avec une densité extrêmement importante. Et donc là, c'est la révolution industrielle, c'est l'explosion de notre consommation énergétique et de la production de masse. Et donc, après, bah, tout au long du 19e, du 20e et vraiment du 21e siècle, on a eu une croissance quasiment exponentielle de notre consommation d'énergie et poussée par la consommation d'énergie fossile. Donc tout ça, ça a permis le développement, notamment du rugby. Les énergies fossiles sont nées quasiment en même temps que, enfin, comment dire, l'exploitation des énergies fossiles, c'est né quasiment en même temps que le rugby. Mais la contrepartie de ça, c'est que la combustion de ces énergies-là, quand on brûle l'énergie fossile, ça émet quoi? Ça émet du CO2, donc c'est du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Et ce gaz à effet de serre, une fois qu'on l'émet dans l'atmosphère,
il va avoir un effet couette sur la température, c'est-à-dire que l'énergie que va envoyer le soleil va arriver à la surface de la Terre. Une fois qu'elle arrive à la surface de la Terre, normalement, elle rebondit, entre guillemets, sur la surface, elle repart vers l'espace, et donc elle se dissipe dans l'espace. Quand on rajoute des gaz à effet de serre, ça fait un effet couette, et donc on retient une partie de cette énergie-là. Plus on en brûle, plus on émet des énergies, et plus on augmente la température globale. Donc, étant donné que les énergies fossiles maintenant sont partout, vraiment, si vous regardez dans les transports, dans l'alimentation, même dans les produits qu'on porte, hein, c'est des dérivés de synthèse de produits souvent qui sont issus du pétrole. Donc vraiment, les énergies fossiles sont partout, et aussi dans le sport. Euh, Si on regarde par exemple physiquement un terrain de rugby, et ben, si par exemple la pelouse, c'est du terrain synthétique, bah, ça c'est du pétrole. Mais même si on regarde le tracteur qui est passé pour prendre la pelouse, la tondeuse, c'est du pétrole. Puis on regarde les gens qui sont venus dans la salle, bah, ils sont venus en voiture thermique, ils sont venus ou en car, c'est aussi du pétrole. Les gradins, il a bien fallu amener les matériaux. Enfin bref, le pétrole, les gaz, le charbon, c'est partout. Et donc, bah, forcément, comme toutes les activités quasiment de notre économie, le sport, le rugby émettent des gaz à effet de serre. Tu me coupes hein, si jamais je suis trop long et si jamais il y a des Là, questions. on se rapproche du but, donc, enfin, du but de la question. Donc, C'est exactement, j'allais y arriver. Et donc, bah, pour répondre à ta question, bah, le rugby, finalement, oui, il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Après, ça dépend par rapport à quoi on compare. En termes de volume, donc en gros, c'est 400 000 tonnes de CO2. Alors là, ça peut paraître un peu abrupt ou abstrait. En gros, c'est les émissions équivalentes à une ville comme Castres. Donc en gros, 40 000 habitants, 400 000 CO2, c'est ça. Donc c'est comme si on prenait toute la ville de Castres, et ça, c'est tout le rugby en France sur l'année qu'on a étudiée, c'est-à-dire 2022-2023. Là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des déplacements, on retrouve des articles de sport. ok. Bon, bah déjà, je pense que dites-moi si ça. Enfin voilà, donc on a une première réponse. Et quels sont les enfin, les principaux critères qui vous ont permis de quantifier la pollution de ce sport? Alors, je vous affiche pour ceux qui sont donc sur le live euh, les différentes les différents critères, enfin critères, différentes informations que qu'on a. On a les déplacements, les articles de sport, la construction des infrastructures, alimentation, boissons, énergie, déchets et autres. Tu me dis si j'en ai oublié. Retransmission aussi. En fait, je me rends compte qu'il y a tellement de trucs à dire que j'en ai oublié quand même des choses importantes. Ce projet-là, on l'a pas construit dans notre coin, on l'a construit avec tous les acteurs qui font le rugby. Donc, c'est-à-dire des clubs professionnels, la Fédération française de football, la LNR, ça a été aussi des collectivités donc qui gèrent quasiment toutes les infrastructures de sport en France, enfin les stades pardon, mais aussi les infrastructures d'ailleurs. On l'a fait avec, on a consulté des syndicats, donc de joueurs notamment. On a consulté des joueurs pros, on a consulté des personnes qui bossent donc aussi bien au sein de clubs amateurs que des niveaux départementaux, régionaux. Vraiment, on est allé voir tout l'écosystème du sport. Donc déjà pour les questionner, pour leur poser des questions, bah, concrètement vous, qu'est-ce qui se passe de votre côté. Ensuite, on est allé les voir aussi pour leur demander est-ce que ce qu'on produit, donc déjà filez-nous des données si vous en avez, ça nous permet de quantifier les émissions. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos calculs, et ben, est-ce que ça vous paraît cohérent par rapport à la représentation physique que vous en faites? Donc ça, c'est un projet qui a duré 2 ans. Hein. C'était très très long. C'est plus de 100 personnes qui ont été consultées. La liste est disponible sur le rapport. Et vous avez des personnalités très variées qui vont du pratiquant amateur en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à Florian Grill. On a vraiment fait tout l'éventail des acteurs du secteur. Et ça, c'est la grosse force de ce rapport-là. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur la couverture, on a le logo de la fédération de rugby, notamment, parce qu'ils ont été très proactifs sur la production de ce rapport. Euh, Deuxième point, peut-être, avant d'aborder la décomposition des émissions, euh, c'est en fait pourquoi on a fait ça. C'est parce que bah, non seulement on était conscient que le rugby, le football étaient des sports qui devaient prendre leur part dans la baisse des émissions, en tout cas dans les efforts globaux, mais pas seulement, parce que eux-mêmes allaient être des sports qui allaient être extrêmement
perturbés, impactés par les conséquences du changement climatique. Donc très égoïstement, ces sports-là avaient tout intérêt à faire avancer le schmilblick, en tout cas à être moteur, parce que, étant donné que ce sont des sports d'extérieur, qui vont subir de plein fouet les effets du réchauffement. Donc ça va être par exemple des températures climatiques extrêmes. On sait, enfin, il y a un rapport par exemple, qui a été produit de WWF qui dit que avec un réchauffement de plus 4 degrés, qui est à peu près vers quoi on se dirige, on perdrait plus de 2 mois de pratique en France par an en 2050. Ah oui, quand même. Donc, ouais, la saison, elle se terminerait pas en juin et elle commencerait pas en septembre. Exactement. Et en gros, l'été, globalement, on resterait enfermé une bonne partie de l'année parce qu'il ferait trop chaud dehors, quoi. Trop chaud et trop humide. Ouais. Et c'est dangereux pour notre santé de pratiquer du sport. C'est ça que ça veut dire. Euh, Ensuite, on va avoir des conséquences du genre des inondations, des événements climatiques extrêmes, genre des événements venteux, ça va être des sécheresses, des incendies. Voilà, donc ça, c'est vraiment les conséquences. On va avoir également des conséquences indirectes. Ça peut être des conflits d'usage. Si vous avez une sécheresse, est-ce que vous décidez d'arroser des cultures ou un green de golf ou un terrain de rugby? En vrai, bon, c'est une question politique, mais c'est quand même des trucs qu'il faut se poser, quoi. Et on sait on va y être soumis. Et ça va créer des tensions. On va avoir également des conséquences indirectes, c'est-à-dire on va des effets du changement climatique, des conséquences économiques. Donc, je sais pas moi, une sécheresse qui détruit des récoltes, ça crée une crise économique. Et donc, des sponsors qui avant investissaient dans le rugby sont obligés de se retirer parce que ils ont plus de sous à mettre là-dedans. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Hein. On peut en chercher de plein de façons différentes. Mais voilà, donc ça, c'est des conséquences directes, indirectes et des usages qu'on peut avoir. On a aussi des risques. Là, c'est plus sur la partie énergétique d'approvisionnement. Alors désolé, hein, je mets tous ces éléments de contexte, mais c'est vraiment important pour comprendre pourquoi on a fait ce rapport-là et pourquoi on a produit toutes ces données-là. Le deuxième point, donc, c'est les risques d'approvisionnement. Ça, c'est en gros, euh, en France, on importe 99% de notre pétrole. Et ce pétrole-là, sur les principaux produits qui nous l'exportent, ils sont depuis quelques années soit en déclin de production, donc pour des raisons physiques, c'est-à-dire que les puits qu'ils exploitaient produisent de moins en moins, ils sont de moins en moins, comment dire, propices à la production, donc bien moins rentables. Ça peut être pour des raisons géopolitiques. On décide de se couper certains approvisionnements. On a vu avec la Russie. Et ça peut être, donc là c'est pour ceux qui sont passés, et pour les futurs, on sait que en gros, les plus gros, globalement entre maintenant et 2030, là il y a un rapport du chiffre spécialement sur ce sujet qui a été produit, du Shift Project, on sait qu'entre maintenant et 2030, ils vont passer à peu près leur pic. Donc ce qui veut dire que pour nous en France, où on importe quasiment tout notre pétrole et quasiment tout notre gaz, et on va être de plus en plus soumis aux soubresauts géopolitiques, physiques, économiques liés à cette production d'hydrocarbures et cette consommation d'hydrocarbures. Donc que ce soit pour des raisons climatiques ou pour des raisons énergétiques, qui est la base de tout dans le sport et dans toutes les activités économiques, il faut sortir des énergies fossiles. On n'a pas le choix, en fait. Si on le fait pas, on se prendra des claques climatiques et des claques économiques extrêmement puissantes. Donc voilà. Et maintenant, je peux enchaîner si tu veux avec la partie climat et ce dont tu voulais présenter tout à l'heure. Ben, moi, là, du coup, ce que j'avais noté, enfin, on a noté, enfin, j'ai noté qu'il y avait plusieurs, Ouais. au total, donc vraiment le gros chiffre que je pense qu'il faut retenir et qui a beaucoup été mis en avant dans les médias, c'est 390 000 tonnes de CO2. C'est les émissions émises, enfin, c'est les émissions du rugby français. Et donc, Ouais. la première question, je pense que beaucoup de personnes veulent savoir, c'est comment c'est calculé. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup revenu Mmh. sous les commentaires de la publication. C'est une des questions, pourquoi, comment c'est fait avec les grandes lignes, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais en vrai, c'est pas très compliqué de faire un calcul d'empreinte carbone. Même vous, vous pouvez le faire assez facilement. Alors peut-être pas en prenant 2 ans de votre vie et en calculant sur un secteur entier. Mais en gros, il vous faut deux choses, trois même. Il vous faut un flux physique. Un flux physique, c'est quoi? C'est des kilos de machin, des kilomètres parcourus de bidule, des tonnes de trucs, des kilowattheures. C'est en fait physiquement un truc très tangible qui se déplace et qui consomme de l'énergie. Donc, ça va être pour le rugby, une personne qui se déplace pour se rendre à son match, une personne qui se déplace pour aller travailler au stade. Ça va être des kilos, je sais pas moi, de pommes, plutôt on va dire de bananes pour amener au stade pour les joueurs.
Ça va être des kilowattheures d'électricité pour éclairer le stade, les tribunes, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des flux physiques. Et donc, une fois que vous cartographiez tous les flux physiques que vous avez sur une activité, donc imaginons on prend un stade, on regarde tous les flux physiques autour de ce stade-là, donc tout ce qui se passe physiquement, concrètement. Après, grâce à des données que vous avez en open source, notamment grâce à l'ADEME, vous avez des facteurs d'émission. Des facteurs d'émission, c'est vous prenez une unité physique, donc imaginons une personne qui fait 1 kilomètre en voiture thermique, et bien vous connaissez quelle est l'empreinte carbone, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre pour cette unité, enfin pour cette personne. Donc après, c'est une simple multiplication. Vous multipliez donc une personne ce qui fait 1 kilomètre fois les 0,52 kilos de CO2 par kilomètre parcouru, et ça vous fait l'empreinte carbone de ce flux-là. Et donc, une fois que vous additionnez finalement toutes ces données-là, et ben à la fin, vous avez le calcul global d'empreinte carbone. Et nous, ce qu'on a fait au Shift, c'est qu'on a en fait des méga Excel où on a rentré toutes les données avec tout ce qui se passe dans une saison au niveau du rugby, donc aussi bien au niveau professionnel avec les équipes de France, 14, la Champions League, etc. La Champions League, pardon. Je suis encore dans ma, je suis encore dans ma JR. La Champions Cup, pardon. La Champions Cup, le top 14, la Pro D2, etc. Que le niveau amateur avec le niveau fédéral, le niveau euh, pas régional, je perds le mot. National. Non. Non, ouais, national et après Pro c'est D2. non, 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 je parle quand t'es en amateur, c'est à niveau national, et juste en dessous, Fédéral. c'est les C'est ligues, fédéral. pardon, les ligues que je cherchais. Ah, Après, t'as les ligues, c'est non, ça? non, je crois que ça existe plus. C'est fédéral et régional. Si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Enfin, Le mot ligue a disparu? je vais vérifier. Mais vas-y, Ok, continue. il me semblait que ça Ah, partageait ça avec le. une Ouais. question de Eloïc. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Voilà. Alors, moi, j'ai fait des études. Alors, à la toute base, j'ai fait des études d'économie, donc jusqu'en licence à peu près. En gros, quand j'ai arrêté ma carrière de niveau, donc c'était assez tôt, hein, c'était en fin de L3, et ben, c'est ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qui me passionne, c'est ça que je veux faire. Et donc, je me suis redirigé plutôt sur des études d'ingénieur, avec un master à Lyon, en ce qui s'appelle gouvernance des risques environnementaux. Et donc, je me suis plus formé sur les questions de risques climatiques, de risques environnementaux au sens large, mais j'avais pas non plus de formation au sens strict sur les calculs d'empreinte carbone. Et finalement, c'est en arrivant au Shift Project que je me suis formé on m'a formé sur comment on fait pour calculer une empreinte carbone d'un secteur économique. Voilà. Ok. Du coup, Donc je sais plus où j'en étais exactement. bon, en tout cas, Ouais, pardon. j'ai vérifié, c'est bien ça, c'est Ouais. fédéral, régional, enfin, c'est fédéral, national et régional. Ok, d'accord, super. Excuse-moi. Très bien. Et, vas-y, vas-y. Donc du coup, on a aussi bien le niveau pro que le niveau amateur. Et une fois qu'on additionne tout ça, qu'on met toutes ces données dans le même fichier, et ben on a l'empreinte carbone globale et on peut la décomposer par les postes et on peut en tirer plein de données intéressantes. Ok. Bah, après, pour revenir sur les émissions au niveau professionnel, dans ski, donc d'ailleurs, juste dites-moi dans le chat si le son est un peu mieux ou si les deux niveaux sont plus proches. Voilà, juste j'avais ça qui me revenait. Du coup, j'ai noté qu'il y avait 240 000 tonnes de CO2 émises, enfin, ça représentait donc 62% du rugby professionnel, je crois. Oui, il me semble. Non, alors attends, Pour? je me suis mélangé, je crois. Pas de souci. Euh, 244 000 tonnes de CO2 émises, Ah oui, c'est je vois ce que tu veux dire. ah mince, ah mince, En gros sur le total de 400 000, on a 60%, donc c'est le chiffre que tu donnais, 244 000, on va dire 60%, les deux tiers si vous voulez. Ça, c'est les déplacements des sportifs, des spectateurs, des bénévoles sur une saison. Donc ça veut dire que la très bonne majorité des émissions, c'est les déplacements. Là-dedans, on a quoi? En fait, c'est principalement de la consommation de pétrole, donc de diesel, essence, de kérosène, soit dans les voitures thermiques. Donc si vous êtes, enfin je pense qu'il y en a dans le chat qui pratiquent du rugby, pour la plupart des personnes, vous vous rendez au stade ou au club en voiture thermique, et ben là, ça rentre dans le calcul.
Donc ça émet des gaz à effet de serre. Après, il y a la partie avion. Donc là, c'est quasiment plus sur le volet professionnel, hein. Donc ça va être les équipes, ça va être les spectateurs internationaux. Et après, vous avez un plus petit bout, c'est les transports en commun. Mais en gros, si on simplifie, on a 60%, c'est les déplacements. Et là-dedans, on en a environ les deux tiers, c'est la voiture. Un gros tiers, c'est l'avion. Et un petit bout, c'est les transports en commun. Ok, donc voilà, c'était au final ma question. Je me suis un peu perdu dans ce que je te disais, Pas de mais souci, pas de c'était problème. l'objectif de ma question. Donc la voiture, c'est le moyen le plus utilisé. Mais par contre, si on ramène au nombre enfin, de ce qui pollue le plus, c'est les avions qui émettent le plus au final. Ouais, exactement. En fait, c'est pour ça qu'il faut toujours les données brutes. Parfois, il faut les regarder parce que derrière, il y a une complexité. Et si on regarde par kilomètre parcouru, donc si on prend 1 kilomètre de voiture, 1 kilomètre d'avion, 1 kilomètre en car, 1 kilomètre en train, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, alors, je ne peux pas mettre le graphique, mais on le met dans le rapport, c'est que le mode de transport qui émet le moins, c'est le train. Le train, c'est quelques grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Et ensuite, on va retrouver des modes de transport en commun comme le car ou les bus. La différence, c'est que le car, c'est pour les longues distances, les bus, c'est pour les mobilités courtes. Ensuite, vous allez avoir la voiture et après l'avion, mais vraiment l'avion avec un effet beaucoup plus puissant. Enfin, en fait, vous avez une espèce de courbe un peu croissante comme ça jusqu'à l'avion depuis le train. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avion, ça consomme énormément d'énergie, ça a une forte, comment dire ça? C'est très intense en consommation d'énergie et donc ramener aux passagers et par kilomètre, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ok, et du coup, justement, dans cette optique de diminuer pour les supporters, notamment, euh, même si on parlera aussi des équipes professionnelles, mais dans l'objectif de limiter enfin, l'impact de leur déplacement, le mode à privilégier, ce serait lequel en particulier? Euh, Déjà, voilà. Alors, avant de répondre à ta question, je vais rentrer un petit peu dans le détail sur la partie déplacement parce que c'est important de voir que derrière ces 60%, c'est les déplacements. En fait, on trouve des trucs très, très différents. Si on regarde un pratiquant moyen qui va 2 fois par semaine, 3 fois avec les matchs, faire ses déplacements pour se rendre à son club et pratiquer le match le week-end, et ben ce qu'on voit, c'est que finalement, il va être peu sur une saison. C'est quelques dizaines ou centaines de kilos de CO2 qui, par rapport à une activité moyenne en France pour un Français moyen, quoi, c'est normal, quoi. C'est pas beaucoup, c'est pas peu, c'est vraiment un truc basique. Par contre, quand on regarde, quand on arrive sur des choses beaucoup plus internationales, beaucoup plus enfin, nationales, puis après internationales, mais surtout internationales, et ben là, ça explose. On se retrouve avec des chiffres qui deviennent beaucoup plus conséquents. Pourquoi? Parce que les distances parcourues sont importantes et parce qu'on a un usage plus important de l'avion. Donc si on regarde par exemple un spectacle, donc moi je suis supporter de Vannes et quand je vais supporter mon équipe, le chiffre qu'on obtient de OHF, c'est en moyenne je vais émettre 8 à 10 kilos de CO2. C'est très peu. Vraiment pour un match de top 14 ou de Pro D2, ce que vous allez émettre pour aller voir votre match, c'est vraiment très peu, c'est 8 à 10 kilos. En termes enfin, c'est 100 km en voiture à peu près thermique en comparaison quoi. Pour avoir un ordre de grandeur, c'est vraiment assez peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, parce qu'on a le même problème sur la partie consommation d'énergie fossile et donc vulnérabilité par rapport aux contraintes pétrolières. Mais globalement, l'enjeu, il est pas tant ici que sur les quelques milliers de spectateurs internationaux qui font les trajets chaque année et qui, eux, individuellement, émettent énormément. Par contre, la nuance, encore une fois, c'est pour ça que c'est complexe, c'est que les personnes qui se rendent à leur stade ou qui se rendent à leur club plusieurs fois par semaine, plusieurs fois, enfin, 40 semaines dans l'année en gros, ils sont énormément. Donc en fait, en Mm. termes de masse, ils vont pas y mettre beaucoup chacun. Par contre, ils sont tellement nombreux, en fait, par rapport à la répartition globale, et ben, ils vont prendre une grosse place par rapport à quelques individus, même si ces quelques individus vont en mettre beaucoup. Euh, donc voilà. Alors maintenant sur les solutions, là-dessus, donc c'est également détaillé dans le rapport, hein, on prend le temps d'expliquer comment on a fait ces calculs-là, mais en fait, il y a 3 leviers majeurs.
Ces leviers-là, c'est des leviers qui sont pas nouveaux, ils sont assez connus. Par contre, nous, ce qu'on a fait au Shift, c'est qu'on allait voir tous les acteurs du secteur et on leur a dit comment on peut adapter, comment on peut spécifier ces leviers-là par rapport à vos caractéristiques, par rapport aux caractéristiques du rugby. Le premier levier, c'est l'électrification des véhicules. Là, on peut se dire, mais et en incitant les clubs, et ben après, si moi, je me dis, bah actuellement, je peux pas acheter une voiture électrique parce que si je vais à mon club, c'est galère, il n'y a pas de bande de recharge. Et ben là, ça permet d'encourager, d'inciter les gens à investir dans des véhicules. Il y a plein d'autres systèmes à mettre en place. Ça, je ne peux pas y revenir parce que c'est assez long, mais dans le rapport, on y revient. Mais en gros, on peut accompagner, on peut accélérer l'électrification. Mais c'est sûr que le rugby ne peut pas tout. Ça, on est clair et net. Hmm. Le deuxième grand levier, c'est le report modal. Le report modal, ça s'applique aussi, l'électrification comme le report modal d'ailleurs, ça s'applique aussi bien au niveau spectateur que pratiquant. Là, c'est le fait de changer de mode de transport, de passer de mode de transport qui émettent beaucoup, enfin, disons qui ont des émissions de gaz à effet de serre importantes, à des modes plus doux, plus bas carbone. Donc, par exemple, passer de la voiture thermique au transport en commun ou aux mobilités douces. Ok, et le problème avec... Enfin, le problème, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais justement sur les rencontres internationales, qu'il y a, le problème, c'est par exemple, c'est de la durée. Alors moi, je vais prendre mon exemple personnel. Pour aller voir Italie-France il y a 2 semaines, j'ai dû me rendre en un avion. C'était pas l'option que je voulais privilégier, mais j'ai dû m'y résoudre. Et le problème, c'est que ben, sur un laps de temps assez court, comment faire justement pour pouvoir avoir une empreinte carbone relativement satisfaisante ou diminuer son empreinte carbone par rapport à celle si on avait pris l'avion? On sait qu'il y a des freins. On sait qu'il y a des trucs qui vont être compliqués. Franchement, on n'est pas dupes et d'ailleurs, enfin, nous-mêmes, pratiquants et fans de sport, on est conscients et on le voit tous les jours. Maintenant, c'est comment on fait pour mouvoir ces leviers avec des caractéristiques et donc passer outre les freins. Sur la question du temps de transport, en fait, quand on regarde de près, c'est plus la combinaison de plusieurs mesures plutôt qu'une solution miracle qui permet d'arriver, enfin, qui permet de lever les freins. Par exemple, si vous adaptez le calendrier et l'horaire des matchs, donc la façon, le calendrier horaire des matchs, pour que les gens qui mettent du temps pour se déplacer et pour se rendre au stade aient le temps de le faire, et ben ça, c'est un travail sur l'organisation des tournois. Par contre, vous avez aussi un travail pour les compagnies ferroviaires ou les compagnies de cars de proposer des trajets directs, de proposer des trajets adaptés. Pourquoi pas comment dire, des rames privatisées par supporters. C'est un truc qui se fait de plus en plus, euh, pas trop en France, plus en Angleterre. Vraiment, on privatise des rames pour les supporters et du coup, tu as toute une ambiance qui se crée dans la rame et en fait, le trajet, c'est déjà une partie de la fête, quoi. Donc ça, c'est le genre de truc qui peut non seulement rendre le mouvement enviable, mais en plus qui le rend temporellement acceptable. Et après, tu as aussi forcément une question, on va dire, d'effort individuel, même si moi, à titre personnel, je trouve que finalement, elle est assez faible par rapport euh, à ce que peuvent activer les acteurs, donc les hôteliers que j'ai cités en amont. C'est bah oui, en fait, au lieu de mettre 3 heures porte à porte ou 4 heures si j'avais pris l'avion, bah, j'en mets 8. Mais c'est pas un drame parce que bah, en fait, comme on va être tous dans le même wagon à faire la fête pendant le trajet, ça va être trop bien. Ouais. Voilà. Ok, donc relativement, ouais. Enfin, si on relativise, il y a du négatif,
mais on peut trouver du positif, enfin, négatif sur le terme de la durée, mais par contre, on peut y trouver beaucoup de positifs derrière avec la convivialité, par exemple, qui est beaucoup mise en avant dans le rugby. Ouais, ouais, alors il y a pas que en fait, les co-bénéfices, pas que là-dessus et des fois même en temps, en porte-à-porte, c'est plus avantageux le train. Parce qu'en fait, quand on regarde, il y a beaucoup d'aéroports qui sont, dans des zones périurbaines, voire assez éloignées des zones urbaines, et donc bah, quand vous prenez porte-à-porte, le temps en avion, il est plus si rentable que ça, quoi. Par exemple, un Paris-Londres, si vous allez, Twickenham un jour, si vous regardez en train porte-à-porte, c'est quasiment pareil. Franchement, OK, alors le prix, il peut y avoir une différence. Par contre, en porte-à-porte, c'est quasiment pareil. Parce que, alors, je sais plus comment il s'appelle l'aéroport en Angleterre. J'y suis jamais je allé saurais pour le pas coup, dire. donc je vais jamais allé à Londres. Mais voilà. Mais par contre, j'avais regardé une fois pour un exemple, je sais plus avec qui d'ailleurs. Mais en gros, en porte-à-porte, c'est pareil. Euh, donc là, le premier truc. Deuxième truc, c'est sur la question de la fatigue. Il y a pas mal d'études qui ont montré que les trajets en avion étaient plus fatigants que les trajets en train. Par contre, le trajet avion par rapport à car, c'est kiff bourrico. Mais par contre, le train, globalement, c'est le mode de transport où la fatigue musculaire et physique est la moins importante parce qu'on peut bouger, par exemple, se lever, parce qu'on peut se déplacer globalement un peu partout et qu'on peut se reposer aussi plus facilement, qu'on peut travailler, on est quand même plus à l'aise. Donc voilà, il y a pas mal d'études qui ont été produites là-dessus. Voilà pour les co-bénéfices, j'en si j'en vois d'autres. Et puis après, il y a des choses qui vont dans l'autre sens. Par exemple, le prix. En ce moment, le prix des billets de train est quand même assez prohibitif. Ouais. Donc, c'est un autre frein. Et Mmh. donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté avec les acteurs, en leur disant, bon, bah, concrètement, comment on fait pour les lever. Et là, je renvoie au rapport, on cite pas mal d'exemples et pas mal de mesures qui pourraient être mises en place là-dessus. OK, et moi j'ai une question, plus, mince, particulière, bah, enfin, plus une question, je sais pas si on peut dire que c ouais, on va prendre ça comme une question évidemment. Le rugby Vas-y. professionnel fait en sorte justement aussi de montrer l'exemple ou en tout cas essaye, du mieux que possible, avec, par exemple donc, Robin citait tout à l'heure, dans les commentaires, les Bordeaux qui, a fait des déplacements en train. Pendant la coupe du monde, on l'a beaucoup mis en avant. La France qui est allée à Twickenham, en train aussi. Est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est suffisant déjà, tout simplement? Est-ce que c'est large? Alors, c'est suffisant. Alors, je pense qu'on trouvera toujours des contre-exemples pour dire que c'est pas suffisant, mais disons que ça va dans le bon sens, c'est certain. Globalement, il y a quand même une envie, alors, peu comme Ruby, hein, il y a quand même une envie d'avancer sur ce sujet-là, et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vu, et enfin, par exemple, là, sur la table, là, vous pouvez trouver ça sur YouTube, mais sur la table ronde de restitution du rapport qui a été fait donc le 13 février, bah, il y a quasiment un mois, il y avait Jérémy Lechat, donc le DG de la Fédé de rugby, qui citait pas mal d'exemples et qui montrait que globalement, ça allait dans le bon sens. Sur la précédente restitution, parce Ah, attends, qu'il permet vraiment de dire, tu un petit problème de micro, non? Je sais pas. Des fois, ça coupe un petit peu. Non? bon, ça va là? Là, c'est bon, mais il y a eu un petit problème Ok, de micro. ok, ça marche. Tu me redis s'il y a un souci. Ouais. Ouais, ensuite, on fait des rapports intermédiaires, enfin, rapports finaux, donc ça permet vraiment de dire, ok, genre, à telle date, voilà ce qu'on sait. Ensuite, on nous fait des retours, et une fois qu'on a récolté des retours, on produit, enfin, on publie le rapport final quelques mois après. Et pour la publication du rapport intermédiaire, il y avait Florent Dieu qui était là, et pareil, il citait pas mal d'exemples sur les trucs qui sont mis en place, donc ça c'est très cool. Mais forcément, voilà, des fois, dans l'actualité, on voit qu'il y a des trucs qui ne sont encore pas. Euh, et c'est pour ça que le sport professionnel a un rôle à jouer. C'est que on peut pas dire à un pratiquant moyen, lambda, euh, enfin, avance tout seul dans ton coin, décarbone-toi, fais des quand de l'autre côté, on voit des personnalités qui prennent l'avion pour faire un trajet très courte distance. Donc en fait, par moment, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de récupération, pour plein de raisons, elles doivent le prendre. En tout cas, c'est compliqué de ne pas le prendre. Mais par contre, en termes d'image, en termes d'embarquement, c'est souvent assez néfaste. Donc en gros, c'est un peu les deux qui s'alimentent. D'un côté, la base, vraiment, fan, pratiquant, peut pousser en disant nous, on veut que le sport et nos stars montrent l'exemple. Et de l'autre côté, eux-mêmes, la partie professionnelle, elle doit s'emparer du sujet. Et pour des raisons à la fois climatiques, énergétiques et aussi d'image, faire sa part et avancer dans le bon sens. OK.
Alors là, on a pas mal parlé du monde professionnel. On va essayer de parler parce que ce rapport met aussi beaucoup le monde amateur en avant. Et moi, j'ai une question justement par rapport à ce monde amateur. La Fédération française de rugby a annoncé récemment qu'il y avait un déficit de 57 millions d'euros. Donc c'est Florian Grill qui a annoncé ça. Ouais. Et donc une des solutions, enfin plusieurs des solutions évoquées dans le rapport euh, ont des coûts financiers pour certains. Par exemple, pour ce qui est des infrastructures, avoir des infrastructures plus responsables, enfin plus, mince, j'ai plus le bon terme, si tu le Enfin, retrouves. en gros, rénover pour qu'elle soit plus efficace énergétiquement parlant. Voilà. Et moi, ce que je me demandais, est-ce que justement le rugby amateur aura pas des difficultés à assurer cette transition, déjà que bah, se concentrer juste sur le club, c'est peut-être, enfin, est-ce qu'il soit viable, c'est compliqué. Alors, plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que nous, on s'est concentré vraiment sur la partie chiffrage, climat, énergie, etc. On n'a pas fait les chiffrages économiques, c'est pas notre rôle au shit et c'est pas notre compétence. Mais on invite s'il y a des acteurs qui veulent s'emparer du sujet. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui ont des coûts, il y en a d'autres qui n'en ont pas, et il y en a d'autres qui font gagner de l'argent. Par exemple, si on prend la rénovation énergétique, donc en France, quasiment tous les stades et les infrastructures sportives sont possédés par les collectivités et non pas par la fédération. Enfin, la fédération, elle possède Marcoussis Ouais. et tête le siège, mais globalement, le reste, en fait, c'est un intermédiaire. Euh, donc là, c'est le travail des collectivités de mettre en place des travaux de rénovation. Et sur l'instant T, on va avoir un coût, les travaux, et après, on va avoir des gains. Parce que si vous consommez moins d'énergie, parce que vous êtes plus efficace, et ben, à court, moyen et long terme, vous gagnez de l'argent. Vous dépensez moins d'énergie. Donc ça, c'est des trucs, c'est un investissement, en fait. Euh, après, il y a des choses comment dire, qui font gagner de l'argent quasiment instantanément. On peut passer au covoiturage, par exemple. Le fait d'être quatre dans un véhicule tout seul, ben, par tête, ça coûte beaucoup moins cher. Et après, il y a des trucs. Pardon, vas-y, tu allais dire quelque chose? Non, 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 pas du tout. Tu peux Ah, continuer. ok, pas de souci. Ah, ok, super. Et après, il y a quelques trucs qui peuvent coûter. Donc, par exemple, inciter aux véhicules électriques, ça, c'est des genres de choses. Ça peut être des mesures incitatives, et ça peut engendrer des coûts. Mais très franchement, on peut faire énormément en bricolant et en faisant et en dépensant très. Ok, oui. Ouais. Ok. Et alors après, toujours sur ces chiffres, euh, 42% des déplacements du sport amateur sur les 220 000 tonnes d'émissions de CO2 du monde amateur, 42% provient des déplacements. Mais est-ce que par exemple là, ce serait plus compliqué de baisser ce taux d'émission en sachant que beaucoup de ces déplacements sont faits en voiture ou en transport en commun? Il y a déjà beaucoup de cars. Il y a déjà beaucoup de trajets en car qui sont faits par les équipes, hein. Il y a très peu d'avions.
Donc là, globalement, on peut se dire, ok, on a déjà une bonne. Mais nous, ça, on le prend en compte en fait. On dit, ok, on part d'un point de départ qui est plus avancé que le milieu professionnel sur certains points, mais on reste quand même très dépendant des énergies fossiles. La voiture thermique, elle est encore globalement massivement utilisée. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions adaptées. Et donc après, bah, c'est comment on fait pour prendre en compte l'état d'avancement et à la fois les enjeux qui restent les mêmes. Surtout, là, un point qui est quand même très important à prendre en compte, c'est que le milieu amateur, c'est un milieu qui est très fragile, économiquement parlant. Qui est fragile parce que il y a peu de moyens. On est sur un milieu qui est globalement alimenté par des bénévoles. Les clubs, ils roulent pas sur l'or. Et donc, quand on se retrouve dans des périodes où il y a des périodes inflationnistes, et souvent l'inflation, elle est poussée, engendrée, voire déclenchée par des inflations énergétiques. Donc c'est vraiment l'énergie qui coûte plus cher. Et du coup, après, bah, comme l'énergie, c'est à la base de tout, il y a tout qui augmente. Ce qu'on a vu notamment en 2022. Hein. 2022, c'est la crise russo-ukrainienne, combinée à la sortie du Covid. Enfin, il y a eu plein de facteurs, mais en gros, l'énergie a monté et donc tout a augmenté après. Donc là, se débarrasser des énergies fossiles, ça permet de nous rendre beaucoup plus résilients par rapport à ces chocs-là. Donc en fait, égoïstement, même si on exclut la question climatique quasiment, on se dit, bah en fait, il faut le faire. Parce que dans un monde qui va être de plus en plus perturbé pour des raisons diverses, notamment géopolitiques, pour des raisons climatiques, et ben pour toutes ces raisons, on a intérêt à être plus résilient, à faire en sorte d'avoir des systèmes où on est bah, résilient, donc c'est la question de rebondir face à des chocs, hein, mais aussi plus robuste. Là, c'est vraiment résister par rapport aux chocs qui arrivent. Et on peut même dire plus. euh, comment je pourrais dire ça enfin, réussir à se développer dans un monde où on se passe des énergies fossiles. Et justement, bah, dans cette optique-là, là, ça revient plus pour ce qui est des énergies consommées. Donc là, c'est plus euh, pour, par exemple, les lumières dans les stades. Est-ce que ce serait intéressant d'avoir des panneaux solaires, par exemple? C'est Robin qui propose cette idée pour bah, justement alimenter les stades pour l'éclairage. Euh, Dis-moi ce que tu en penses. Ouais. Du coup, pour la décomposition du milieu amateur, donc c'est 40%, comme tu l'as dit, les déplacements des licenciés, des spectateurs. Là, je l'affiche justement, voilà. Comme ça, tu peux continuer si tu veux. Enfin, vas-y. Parce que ça va venir alimenter les besoins du stade, des clubs. Et souvent, en fait, quand on regarde, on a des surfaces entières qui sont déjà artificialisées. Donc, on a soit du béton, soit du goudron, ou en tout cas, il y a déjà plus de vie. Donc, ça vaut le coup de rajouter soit au-dessus. Donc, par exemple, sur les parkings, on peut rajouter des ombrières. On en voit de plus en plus en France, ça commence à se développer. Donc, en fait, on utilise les surfaces de parking et on rajoute des ombrières au-dessus et ça produit de l'électricité. Et ça fait un peu d'ombre aux voitures en été, ça fait toujours pas de mal. Et on peut en mettre également sur les toits, etc. La difficulté pour les capacités solaires, c'est qu'en fait, là c'est plutôt sur le volet professionnel, euh, quand on a des pics de match, des pics lors des matchs de consommation, donc on allume tous les stades, enfin toutes les lumières, on consomme un maximum d'énergie parce que les matchs sont en soirée, les panneaux solaires ils suffisent pas, voire ils servent à rien, mais c'est pas grave parce que le reste du temps, ils permettent d'alimenter le stade sur la consommation courante, parce qu'il y a toujours un talon de consommation Ouais. dans un Mm. stade ou dans un club.
Mm. Ok, bon bah merci, j'espère que Robin, ça t'a bien répondu à ta question. Et là, on va passer sur quelque chose d'un peu plus global. Euh, Dans l'ensemble, enfin sur que ce soit amateur ou professionnel, dans l'ensemble, on a 44% du total de ces émissions qui provient du monde professionnel. Et est-ce que, au vu du nombre d'acteurs enfin du monde professionnel, qui est donc plus important, enfin moins important, pardon, que le monde amateur, est-ce qu'on n'est pas sur une surémission du monde professionnel? Alors, en fait, ça c'est lié vraiment à la particularité du rugby par rapport au football. Euh, le football, 85% des émissions, c'est le milieu amateur. Seulement 15% le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que dans le football, vous avez 2,5 millions de licenciés et ça, ces 2,5 millions, vous rajoutez les bénévoles, vous rajoutez les spectateurs du Ok. milieu amateur, vous rajoutez les salariés, etc. Ça fait en gros des millions et des millions de personnes. Alors juste, j'affiche, là je vous montre pour ceux qui sont... Ah mince, j'ai peut-être ma... Ouais voilà, là j'ai affiché donc l'empreinte du carbone du football professionnel, donc là vous le voyez, 275 000 tonnes de CO2, et à l'inverse pour donc le rugby, le football amateur, on est sur 1,8 million, donc là vous voyez vraiment les chiffres, voilà, je te laisse reprendre. Et donc le rugby, c'est aussi un sport très populaire, c'est un sport enfin, qui est vraiment beaucoup suivi, où il y a beaucoup de spectateurs. Euh, et finalement, quand on regarde les millions de personnes qui se rendent dans les stades dans une saison à l'autre, par rapport au football, il n'y a pas un écart qui est si énorme que ça, quoi. Alors, de mémoire, on doit être autour des 15 millions dans le football et on doit être autour des 10 millions, toutes compétitions confondues, dans le rugby. Ok, Donc là, c'est un chiffre que je sors de tête, c'est dans le rapport, je faut aller vérifier, mais c'est pas un écart qui est énorme. Alors que sur la pratique, dans le rugby, vous avez en gros 300 000, 350 000 licenciés ouais. contre 2,5 millions pour le football. Donc, d'un côté, vous avez un facteur 3 sur le nombre de spectateurs dans les stades, et de l'autre, vous êtes sur un facteur donc 6 même. Donc forcément, après, ça explose quoi. Ça explose. Ouais, donc ça veut dire que, enfin, c'est globalement pas vraiment comparable le monde professionnel et amateur entre le foot et le Bah, rugby, enfin entre les différents sports. disons que c'est des caractéristiques propres à chaque sport qui sont intéressantes. Hein. Ça montre vraiment les différences entre les deux sports. Mais on peut pas non plus en tirer des conclusions en disant est-ce que ça veut dire que le sport pro, enfin le rugby pro est trop gros? Non, c'est juste que vraiment c'est structuré différemment. Et dans tous les cas, les deux, ils ont, d'un point de vue des missions des FSR. Bah voilà, donc Robin, il disait, il pensait pas que c'était autant. Bah voilà, c'est justement le moyen de pouvoir déconstruire les idées un peu préconçues avec ce Mhm. live. Et après, donc là, justement, dans cet objectif de diminuer. Oh, mince, attends, 2 secondes, parce que Pas de souci. sinon ça va me déconnecter du live TikTok. Hop, voilà, heu, c'est bon. Donc, pour revenir, là, c'est, plus donc, il y a des dans ce rapport, il y a des solutions donc qui sont proposées, donc on en a parlé de quelques-unes, mais globalement donc, si je reprends les mots de ce rapport, différentes variantes ont été modélisées. Malgré nos tentatives, aucun de nos scénarios ne réussit à concilier l'atteinte des objectifs climatiques avec une augmentation du nombre de spectateurs, et ou de matchs internationaux. Leur nombre devra dans le meilleur des cas être stabilisé. Est-ce que justement dans un monde où on tend à avoir le plus de spectateurs possible, on le voit par exemple, alors là c'est plus dans ce qui est au foot par exemple là, Manchester United a annoncé vouloir construire un stade de 100 000 personnes. Est-ce que justement c'est possible d'avoir, enfin de vouloir stabiliser ce nombre alors que on est justement, on tend toujours à avoir plus de spectateurs? Alors, plusieurs éléments de réponse. En gros, nous, ce qu'on a fait au Chip, c'est qu'on a fait différentes trajectoires
suivant différents scénarios, différentes hypothèses. Et en fait, peu importe comment on retourne le truc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune trajectoire où on peut avoir une augmentation exponentielle, enfin une augmentation vraiment, du nombre soit de matchs, soit globalement de spectateurs internationaux. On parle bien des spectateurs ou Oui, des matchs internationaux. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, le seul mode de transport qu'on n'est pas capable de décarboner à l'échelle, ça ne veut pas dire qu'on va pas le décarboner un peu, c'est-à-dire à l'échelle, c'est-à-dire à l'ambition qu'on souhaiterait avoir. D'ici 2050, c'est l'avion. Pourquoi? Parce qu'en gros, les technologies ne sont pas encore matures, que ce soit l'hydrogène, les SAF, l'e-fuel, etc. Ce ne sont pas encore des technologies matures. On a des problèmes sur l'inertie des flottes. On ne change pas d'avion du jour au lendemain. Quand on en achète un, en général, les compagnies les gardent 25-30 ans. Donc ça veut dire que pour renouveler toute la flotte et développer des nouvelles technologies, une fois que les technologies existent, bah, il faut qu'elles remplacent la flotte ancienne qui, elle, émet beaucoup. Euh, on a des problèmes sur les conflits d'usage, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, elles consomment énormément d'énergie, que ce soit de la biomasse, donc ça va être des surfaces qui peuvent être utilisées pour l'agriculture, pour la forêt, pour je sais pas quoi, en tout cas les trucs qui poussent. En tout cas, ça vient en conflit d'usage par rapport à d'autres usages qui sont actuels, pour l'électricité également, conflit d'usage, et ça consomme énormément d'énergie. Et le dernier point, c'est le prix, et souvent le prix de ces nouvelles technologies-là est très très fort par rapport au kérosène. Donc tout cela fait que on n'a pas de solution viable sur l'avion d'ici 2050. Et globalement, bah, en fait, pour la partie internationale, on n'a pas trop de solutions. On n'a pas trop de solutions que pour certains trajets. C'est les trajets intercontinentaux. Donc vraiment là, on a de très très longues distances. Quand on traverse l'Atlantique, quand on traverse l'Europe d'un bout à l'autre et encore. C'est vraiment pas l'exemple le plus flagrant, ça va plutôt être des trajets intercontinentaux. Parce qu'en fait, pour les trajets européens, globalement, le car et le train dans un système organisé qui se transforme, ça le fait. Il n'y a rien physiquement qui nous empêche de le faire. Par contre, on va jamais mettre un train entre Paris et New York. Donc ça veut dire que l'avion va rester et l'avion, c'est pas encore décarboné à l'échelle. Donc en gros, c'est qu'un tout petit pourcentage de spectateurs euh, dont on ne sait pas décarboner. Enfin, j'ai fait le calcul là, pour un article. En gros, c'est un spectateur sur 5000 sur une saison. Donc c'est vraiment ah oui, d'accord, ok, un oui. très faible nombre. Mm. Voilà, c'est vraiment très très peu de spectateurs sur une saison. Et du coup, les 4999 autres, on sait les décarboner. On sait comment faire pour qu'ils soient cohérents avec les enjeux climatiques, avec les enjeux énergétiques, soient plus résilients. Et le tout petit pourcentage qui reste, là, c'est intercontinentaux. Sauf que ce qu'on voit actuellement, c'est que le développement actuel du football, mais aussi du rugby, pousse à la multiplication de ces trajets intercontinentaux, en tout cas des trajets internationaux longue distance. On va avoir des nouvelles Coupes du Monde des clubs, on va avoir le rajout d'équipes dans les compétitions, on va avoir le fait d'organiser des compétitions sur plusieurs continents, c'est plus pour le foot, mais tout cela va faire qu'on va multiplier les trajets en avion, et ça, d'un point de vue climatique et d'un point de vue énergétique, ça n'a aucun sens. En fait, ça ne marche pas. On ne peut pas arriver à l'objectif si on continue à faire ce genre de choses. Donc, il faudrait au minima stabiliser. Et nous, ce qu'on dit au chef, c'est que, bah, en fait, stabiliser, c'est vraiment faire le strict minimum. Et ça nous rend quand même encore très vulnérables à certaines formes, au soubresaut énergétique sur la partie non, pardon, pétrole. Il faudrait avoir des systèmes qui permettent de réduire les distances, donc avec des compétitions un peu plus régionales, un peu plus locales. Donc là, je reste toujours sur l'international, hein. Pour le niveau Oui, national, ça, en fait, ça peut fonctionner totalement enfin, comme actuellement. Là, je reste au niveau international. Et comment diminuer les distances? Bah, c'est par exemple en imaginant des systèmes un peu comme ce qu'on a en NBA avec des formats de conférences, de districts, où vous avez des playoffs. Bah, on peut peut-être on a ça, hein, sauf que c'est pas par zone géographique, c'est juste un ouais. système de playoffs, mais on peut faire ce genre de choses par zone géographique. Mais ça, c'est des choses qui se développent, qui se construisent sur le long terme. On peut également faire des choix dans le calendrier de dire, bah voilà, sur une saison, au lieu de faire une tournée l'été, une tournée
Et tournées d'automne. été et automne, hein, Ouais. exactement. Et ben, on en fait plus qu'une des deux. Ou alors, on va une fois, enfin, mais des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rencontrer le Japon, l'Argentine, après l'Afrique du Sud. Et ben, on peut se dire, non, bah, cette fois, on va faire deux équipes seulement. Par contre, on va les rencontrer quatre fois enfin, deux fois chaque équipe, quoi. Enfin bref, il y a plein de manières de faire pour réduire les distances. Et tout cela, ça se construit, ça s'imagine. Et en fait, quand on regarde de près, il y a plein de co-bénéfices qui sont économiques, qui sont pour la santé des joueurs. Parce que ça, on en parle de plus en plus, mais quand même pas assez. C'est que globalement, les joueurs ils disent non mais stop quoi. On a ras-le-bol d'avoir toujours plus de matchs, toujours plus de compètes, Mm. toujours plus de distances parcourues. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui kiffent aller faire des rencontres en Afrique du Sud en pleine saison et passer de 8 degrés en température extérieure à 35, de revenir et de choper la crève. Enfin, vraiment, y a plein de trucs qu'on se dit actuellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et les joueurs, et à juste titre, disent de plus en plus, nous physiquement et mentalement, on n'en peut plus. Mm. Et ça, c'est très bien. Et nous, ce qu'on dit aussi, c'est que bah, ça, c'est un besoin qui est exprimé sur les joueurs. Mais d'un point de vue climatique et énergétique, eh ben, on a les mêmes problématiques, en fait. Donc là-dessus, c'est un peu gagnant-gagnant. Ouais, c'est vrai que je suis pas sûr que Toulouse qui part en Afrique du Sud et juste après joue pour la destination, ça leur a fait du bien pour les internationaux, mais Bien. et après, est-ce que par contre, le problème de limiter, enfin de vouloir réduire cette empreinte carbone le plus possible, limiter les émissions, ça risque pas par contre de développer, de limiter le développement du rugby? Par exemple, bah, comme tu le proposais, avec moins de matchs internationaux ou réorganisés d'une autre façon, est-ce que ça risque pas d'engendrer, par exemple, une baisse, je sais pas, par exemple, on voit dans les tournées d'automne, l'Afrique du Sud qui va venir lors de la prochaine tournée, ça va être bénéfique sur le plan sportif pour l'équipe de France. Bon, évidemment, toutes les tournées ont un impact écologique vu que tout le monde prend l'avion. Mais est-ce que ça risque pas, par exemple, voilà, de limiter le niveau des équipes? Ah, alors, déjà, nous, je vous dis, c'est pas qu'il faut arrêter, c'est juste qu'il faut que ça soit organisé différemment. Et en fait, si on a un système où il y a juste l'équipe qui se déplace, quasiment continuer comme ça. Parce que, en fait, la masse d'émissions, c'est vraiment des spectateurs, hein, on l'a dit tout à l'heure, sur les matchs internationaux, pour donner un exemple, vous prenez par exemple un France, bah, Afrique du Sud, ou alors un, voilà, France Afrique du Sud, c'est un très bon exemple. Vous allez avoir 80% de l'empreinte carbone qui va provenir des spectateurs. Ah oui, OK. Si vous Ouais. rajoutez les équipes, les salariés, on va monter à 90%. Donc ça veut dire qu'il reste que 10% pour la consommation des nourritures, l'alimentation, les boissons dans les stades, les articles de sport et tout. Enfin, vraiment, c'est 90% du problème, c'est les transports. Et là-dedans, et ben, en fait, ça va vraiment être quasiment que des déplacements des spectateurs. Donc l'équipe, elle peut continuer, et donc on peut garder un niveau de jeu contre Afrique du Sud, France, enfin, pareil. Juste, il faut faire en sorte que quasiment tous les spectateurs dans le stade, ça soit des spectateurs locaux. Et peut-être j'anticipe une question que tu peux me poser tout à l'heure, c'est est-ce que finalement décarboner, ça va contraindre ou empêcher le développement du rugby? Ben, en fait, non, c'est l'inverse. Euh, Décarboner, ça va permettre de relocaliser encore plus, d'avoir des événements encore plus locaux pour les spectateurs, parce qu'on va les favoriser, on va les inciter à ce que ce soit encore plus des spectateurs locaux qui seront dans les stades. D'un point de vue pratique, nous, ce qu'on propose, c'est de réorganiser les compétitions pour que les distances parcourues soient moins importantes. Et ça, la fédération, on l'a vraiment dans les papiers. Hein, ils ont un projet de réforme. Ils l'ont déjà fait en 2023, mais c'est encore en projet pour les années à venir, pour justement réduire ces distances parcourues, gain économique, gain sur la consommation d'énergie et donc sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, euh, bah voilà, c'est dans l'intérêt du sport et ça permet de pratiquer mieux, moins cher et de le développer. Et en fait, nous, une conclusion forte qu'on a mis en avant un rugby décarboné, ça sera un rugby plus accessible et ça sera un rugby qui sera plus résilient par rapport aux chocs qui nous attendent. Mais alors par contre, justement, bon là, moi je reste sur les supporters. Si on a des compétitions plus locales, on a vu quand même que des déplacements en Italie, en Irlande et en Angleterre, ça amène quand même une certaine, par exemple, bah, pour l'équipe qui se déplace, on a vu donc pour l'équipe de France par exemple,
on voit quand même qu'il y a des ambiances incroyables pour dire qu'on se trouve bah, à Dublin, à Rome ou encore à Londres, enfin à Twickenham. Donc, est-ce que par contre, pour la beauté de l'ambiance, bon, après, c'est peut-être un peu plus esthétique, là, le problème, ou. Enfin, pas esthétique, c'est pas le mot, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire par. Non, non, mais je vois totalement. Mais en fait, du coup, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que bah, Ouais, pour les déplacements européens, globalement, on peut quasiment tous les décarboner. Donc, on peut avoir quasiment autant de spectateurs qui se rendent en Italie, à Dublin, Twickenham, à Londres, etc. Juste, bah, en fait, ils se déplaceront en car, en train, pourquoi pas en ferry, s'il faut faire un petit bout en ferry. Mais globalement, pour les compétitions européennes, on peut, ok, c'est pas tant le nombre de spectateurs qui se déplacent que comment ils se déplacent. Par contre, c'est pas le même sujet si on est sur une Coupe du Monde ou une compétition internationale de club. Internationale, pardon, intercontinentale. Donc oui. là, je parle pas de la Champions Cup ou de la Champions League pour Ouais, le la foot. nouvelle Je parle coupe vraiment Coupe du ça. monde des clubs, ouais. Ouais, le projet qui est actuellement dans les bagages, bah ça, globalement, pas comment on va finir un spectateur du Stade Toulousain, je sais pas moi, à Pretoria ou à Auckland. Donc, bah, en fait, de toute façon, en réalité, enfin, franchement, quand on regarde je sais pas, je dis n'importe quoi, un Racing Sharks, le nombre de spectateurs sud-africains dans le stade, enfin, il y a personne, quoi. Enfin, c'est que Déjà, des il y a spectateurs. pas grand monde dans les stades en Afrique du Sud de base, donc. C'est Non, ça, mais non mais c'est vrai, clairement. même on le voit, par exemple, pour une compétition internationale, entre guillemets, enfin, le Super Rugby dans l'hémisphère sud, on a des équipes australiennes, néo-zélandaises, fidjiennes, et avant, il y avait les Sud-Africains et les Argentins. Bon, là, ils y sont plus, mais pareil, les stades, ils sont vides. Donc, c'est en fait, on remarque quand même, c'est aussi un fait européen de se déplacer. Ouais, 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 clairement. Mais en fait, je pense que le rugby aurait tout à gagner à se concentrer sur. Mais il le fait déjà beaucoup, hein. De toute façon, je prends, enfin, je prends du recul, en tout cas, par rapport à ça, parce qu'il le fait déjà beaucoup. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin sur le fait d'embarquer un maximum de communautés locales autour du club, autour du stade, beaucoup plus que sur aller chercher des spectateurs qui sont à Pétaouchnok. Alors, donc souvent un fort pouvoir d'achat, donc c'est intéressant quand ils viennent dans la ville, ils vont acheter plein de trucs. Mais par contre, on peut avoir des stades beaucoup plus remplis avec une animation beaucoup plus forte si on arrive à aller encore plus sur l'animation locale et le fait d'attirer beaucoup plus de spectateurs locaux dans nos stades. Et alors, après, c'est un mode qu'on n'a pas trop évoqué, ben, tu vas peut-être m'expliquer pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'on évoque peu le bateau? J'imagine, bon, je vais avoir ma réponse, parce que. Alors ça dépend le bateau pour quel déplacement? Déplacement Ah, transatlantique par attends, exemple. répète, Allô? parce que là, ça a bugué au niveau du son. Ah pardon. Je demandais, ça dépend pour quel trajet en bateau. Tu parlais des trajets globalement européens ou des trajets plutôt longue Euh, distance? Bah, je Très pense longue que distance. non, c'était plutôt sur des distances assez courtes, parce que je pense que de toute façon, dans tous les cas, le mode qui est privilégié pour des longs trajets, c'est l'avion, de toute Ouais, façon. ouais. Alors pourquoi on en parle peu? Bah écoute, c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Franchement, j'ai pas la réponse. J'ai vraiment pas la réponse. Après, je me dis, en vrai, à part l'Irlande et bon, l'Angleterre, tu peux y aller en train. Mais en Oui. gros, à part l'Irlande, il n'y a pas vraiment de raison dans le rugby de prendre le ferry. Dans le foot, on a un peu plus. Tu veux aller en Corse pour aller supporter ton équipe en Ligue 1. Ouais. Euh, Mais c'est pas ouais, en forcément. vrai, Ouais. Hmm. Ok. ouais, ouais, en vrai, à part pour aller à Dublin, on a Ok. vraiment d'occasion quand même. Bon, bah, voilà, j'ai ma réponse. Et alors là, une petite question un peu plus humoristique. Pour ce qui est des calculs qui ont été pris en compte, est-ce que la cuisson des andouillettes saucisses. Oh, je crois que je bug un peu. Euh, Moi, est-ce, je te vois bien. Et ok, je te vois venir en plus. est-ce que, est-ce que c'est pris en compte aussi tout ça, la nourriture des repas d'avant-match et après-match? Eh bien, la réponse est oui. Alors merci pour la dédicace en anglais, ça me fait plaisir comme breton. Oui, en effet, on a pris, en fait, encore une fois, sur les flux physiques, nous, on regarde tout. Même des trucs qui peuvent paraître très cons.
Mais des fois, on est arrivé à sortir des graphiques en mode, bah voilà, il y a X% de sandwich jambon beurre, X% de saucisses merguez. Mais voilà, et donc bah, ça, c'est des flux. Et après, bah, en termes d'émissions, c'est ça, quoi. Sur la partie alimentation et boissons, en fait, ce qu'on remarque, c'est que là où se concentrent les émissions, c'est vraiment sur l'alimentation carnée, donc sur la consommation de viande, notamment bovine. Pourquoi? Parce que les vaches, lors de leur vie, elles émettent du méthane, soit par rot, soit par paix, hein, ce sont des ruminants. Et donc, ça va, le méthane, c'est un très puissant gaz à effet de serre, qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Et donc, la consommation de viande bovine va émettre beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre. Ensuite, la viande de volaille ou la viande de porc va en émettre également beaucoup, mais beaucoup moins quand même que la viande bovine. C'est vraiment la viande bovine qui est en tête et de loin. Mais le fait de végétaliser les terres, ça permet vraiment de réduire drastiquement l'impact carbone de l'alimentation. Alors là, nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est pas de supprimer l'alimentation, enfin les offres incarnées. De toute façon, c'est très bien que si on proposait ça, on se ferait tuer. De toute façon, on ne le souhaite pas. Oui. Mais c'est de dire progressivement, et d'ailleurs, c'est déjà de plus en plus fait hein, pendant les JO, par exemple, ceux qui ont eu la chance d'aller voir des épreuves et d'aller dans les buvettes, il y avait pas mal d'offres végétariennes. Et ben, c'est d'inclure progressivement, petit à petit, on a le temps, hein, c'est d'ici 2050, donc l'objectif c'est 2050, on a le temps d'introduire de nouvelles offres alimentaires chez les gens, de proposer des choses, de créer de nouvelles recettes. Il y a pas mal de clubs qui mettent en place des choses là-dessus. On cite des exemples dans le rapport. Et donc, là-dessus, bah, en fait, c'est une question aussi de donner envie, quoi, de créer des offres alimentaires qui donnent envie, qui ont du goût, qui sont bonnes, qui sont acceptables. Euh, et souvent, c'est assez réussi. Enfin, moi, en tout cas, pour ce que j'ai pu tester quand je suis allé voir des matchs, j'ai pu prendre des hot dogs justement avec des saucisses végétales. Franchement, je voyais pas la différence, quoi. Donc, non, là-dessus, globalement, c'est végétalisé. Et après, boisson, sur la partie boisson, globalement, c'est en fait de plutôt consommer des boissons. Enfin, là, c'est au club hein, de proposer ça, mais c'est le fait de consommer plutôt des boissons bio, locales et de saison. C'est ça le plus Ok. efficace. Donc une bière locale, c'est bon. Ouais, exactement. Globalement, Ah, attends, bénéfice sur tous les aspects. redis parce Ah, que là, ça a pas marché, je sais pas pourquoi. Vas-y, répète. ouais, je disais, dans les grands leviers, tu as végétalisé les offres alimentaires, et ensuite tu as le fait de manger des aliments, enfin, manger et boire des aliments locaux, des boissons locales. Ça a un potentiel de décarbonation plus faible, c'est-à-dire qu'on peut en attendre moins d'effets sur les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, ça a plein de co-bénéfices. Ça permet de mettre en avant permet de mettre en avant des produits du terroir, du territoire. Ça permet de mettre en avant des sponsors ou des partenaires du club. Donc en fait, là-dessus, globalement, ça peut par moment coûter un peu plus cher, mais c'est un truc qui est déjà beaucoup fait. Mais il faut aller encore plus loin, il faut continuer parce qu'il y a plein de co-bénéfices, quoi. Ok. Alors là, on va passer maintenant sur bah, les commentaires que j'ai reçus sur la vidéo. J'en ai Ouais, pris quelques-uns et quelques réponses des abonnés aussi. Alors là, c'est un peu plus pessimiste, on va dire. Enfin, un peu plus. Bah, tu vas le découvrir. ouais, Donc, mais je t'en prie, vas-y, il faut être cash. euh, j'ai eu enfin, plusieurs commentaires qui disaient on s'en fout, laissons le sport comme les sports comme ils sont. Faut arrêter de chercher des défauts partout. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Eh ben écoutez, je réponds, bah ok, schiste, trouvez-moi du pétrole dans le sol français et puis ensuite on en parle. En fait, vraiment, il faut voir le truc comme, heu, OK, on s'en fout du climat, bah, en fait, on n'a pas de pétrole. Donc ça veut dire qu'on va l'importer et on l'importe à qui? On l'importe à des pays globalement qui sont soit des adversaires, enfin en tout cas, on est en conflit plus ou moins ouvert avec eux, ça va être la Russie par exemple, ou ça va être, des pays où on doute un peu sur le fait que ce soit nos alliés. Genre les Américains en ce moment, quelques doutes quoi. Ouais. Et après ça va être des pays comme le Moyen-Orient, pareil, quelques doutes. Donc, c'est soit des États dictatoriaux, soit des proto-États foireux, ce qui veut dire qu'en fait, on donne dans les mains d'adversaires un truc sur lequel repose tout, absolument tout notre modèle économique. Et si demain,
on a une crise et une inflation énergétique. Donc soit parce que, je sais pas moi, il y a la Russie qui dit: «OK, bah, on arrête d'exporter, le pétrole vers l'Europe», soit parce que, on a je sais pas ce qui se passe et le prix du pétrole qui fait fois 5. Et bah là, le rugby franchement se casse la gueule. Enfin, le rugby et globalement toute l'économie, hein. Oui, Soit en effet direct parce que les gens, en fait, si l'essence fait fois 5 à la station, bah, entre eux, juste aller faire des courses, et se rendre au boulot, et aller pratiquer du sport, bah, ils vont faire le choix de privilégier les activités primaires. Soit parce que les sponsors, ils vont tellement être contraints qu'ils vont plus pouvoir financer, soit parce que les clubs, bah, en fait, si, le prix des déplacements, il fait fois 5, eux, ils sont économiquement, ça les met en tension. eh beh, oui. Globalement, en fait, on est extrêmement vulnérable. Donc, la question climatique, elle est reliée à la question énergétique et la question énergétique agira comme voiture balai, si je peux dire que le sujet du changement climatique est un non-sujet pour nous, où on s'en fout, c'est pas notre problème. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment à prendre en compte. Et après, pour continuer là-dessus, de toute façon, le changement climatique, ça va globalement défoncer à peu près tout ce qu'on connaît actuellement, Mmh, beaucoup plus les activités de plein air et les activités reliées à la température extérieure. Donc ça va être l'agriculture, ça va être bah, le sport extérieur, ça va être des activités touristiques, etc., etc. Et ça, en fait, quand on est du sport, bah, globalement, on a tout intérêt à pousser en ce sens-là parce que égoïstement, si on le fait pas, on va être dans les premiers servis, quoi. OK, bon, bah, merci. Donc, là, quelques questions des abonnés. Donc bon, tu as déjà répondu à pourquoi est-ce que vous avez réalisé ce sujet, enfin ce projet. Et j'ai une question, c'est par rapport au terrain synthétique. Est-ce que ça pourrait être une solution pour limiter, déjà par exemple les conflits, au niveau du stress hydrique, mais même, d'entretien, ça fait partie? Est-ce que ça peut avoir, un impact positif pour limiter, la pollution? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on a étudié ça, mais on a assez mal étudié, à vrai dire. C'est peut-être un des postes d'émission qu'on a le plus mal modélisé. Pourquoi? Parce que, en gros, les études qui ont regardé les différences d'émissions entre des pelouses et pelouses naturelles ne sont pas d'accord entre elles. Et donc, ça fait que l'incertitude est très forte. Ce qu'on a pu voir globalement, c'est sur une durée de vie, de quelques années. Sur la partie émissions de gaz à effet de serre, les deux se valent à peu près la même chose. Par contre, sur la partie sanitaire, bah, en fait, les pelouses synthétiques, notamment celles qui sont faites, alors j'ai oublié le nom technique, mais vous savez, là, les résidus de pneus Oui, qu'on peut retrouver sur les pelouses synthétiques, voilà. oui, mmh. J'ai oublié comment ça s'appelle. J'en Mais ai dans ça, les j'en ai dans les chaussures, après chaque entraînement donc voilà. Et bah ça, malheureusement, enfin, pour la santé, c'est vraiment, enfin, pour être, je veux dire, de la merde, quoi. Enfin, ouais. il y a plein d'études qui ont montré que c'était nul. Et il y a eu une interdiction, notamment de l'Union européenne, pour l'installation de nouvelles structures. Alors, je sais plus à partir de quand, je crois que c'est 2026. Et dans les années 2000, voilà, Ah attends, par des. redis les 3 dernières 5 dernières secondes, ça a buggé sur le niveau du son. Ouais, bah, juste en résumé, il y a une loi européenne qui dit que, en gros, il faut remplacer ces résidus granuleux de pneus, etc., par d'autres d'ici une date entre 2028 et 2032, je ne sais plus exactement, parce que justement des conséquences sanitaires trop fortes. Et il y a aussi des conséquences chimiques, des conséquences sur la pollution plastique. Donc ça, c'est deux qu'on n'a pas pris en compte, mais qui sont en vrai à avoir en tête. Et donc, sur quelle pelouse choisir, en vrai, nous, on n'a pas la réponse. Donc, désolé là-dessus, c'est peut-être le seul truc où je ne serais pas capable de dire quelle serait la solution. Et dernière question, globalement, en allez, trois phrases, comment tu conseillerais à une personne, fan de rugby qui va supporter son équipe, peut-être pas tous les week-ends, mais qui va les voir, de limiter son empreinte carbone? Si elle veut limiter son empreinte carbone. Alors, je dirais déjà favoriser les mobilités actives. Donc là, ça va être se rendre au stade en vélo, à pied, si c'est possible, bien sûr, hein.
Ça va être, bah, quand c'est pas possible, favoriser le covoiturage, donc bah, faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes dans la voiture, amener copains, copines, cousins, tontons ou copains, copines. Ça va être, si c'est des trajets plutôt longue distance, de favoriser le train, le car, c'est possible encore une fois. Ça va être, une fois qu'il sera au stade, déjà de bien supporter son équipe, sauf si c'est contre van. Vraiment, je le déconseille fortement. C'est bah, pourquoi pas de consommer, s'il y a une offre végétarienne, de tester, si c'est jamais fait, de tester une offre végétarienne. Et puis ça va être globalement, quoi, parce que c'est un sujet qui est globalement assez flippant. Et en fait, enfin moi ce que j'ai remarqué de mon projet, c'est que les gens qui s'intéressent à ça sont hyper motivés. Savent que c'est un sujet majeur et se sentent parfois un peu démunis parce que bah, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte, hein, économiques, on en a parlé notamment. Et en fait, souvent ce qu'on se rend compte, bah, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, il y a plein de co-bénéfices et en fait on ne reviendrait pas en arrière pour quasiment rien au monde, quoi. Donc je pense qu'il faut continuer à encourager et à pousser toutes les bonnes initiatives et ne pas hésiter à le faire savoir. Donc globalement, c'est ça, je dirais. Ok, et je te laisse le mot de la fin pour terminer, pour conclure cet entretien qui a été très intéressante. Bah écoute, merci Kylian, à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci aux personnes dans le chat pour leurs questions et leur participation également. Je vous invite à découvrir donc le rapport qui est en ligne, donc vous tapez The Shift Project Sport, c'est le premier lien qui tombe, et vous trouverez notamment bah, tous les rendus, les livrables proposés, tout en open source. Et si jamais vous souhaitez nous mobiliser pour auprès de votre club ou de n'importe quelle organisation en lien avec le sport. Nous, on se tient à votre disposition. Et sur la page du Shift du sport, vous avez les contacts, les mails, les numéros, si jamais vous voulez nous contacter. Donc Et, voilà, merci à vous et puis au plaisir. et ben merci beaucoup. Alors, juste 2 petites secondes, je vais couper le live et puis après on va pouvoir discuter tranquillement ou terminer tranquillement. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Encore un grand merci à Alan d'avoir participé. Et bah, sur ce, on se dit à une prochaine. Ciao, bonne soirée. Alors attends. Hop, Ouais, t'inquiète pas, je reste là. arrêtez le streaming, arrêtez.